Aujourd'hui, je reçois Jean-Benoît et Mustapha, respectivement Head of Data Platform et Global Head of Analytics chez ADO. ADO, c'est le groupe leader du bricolage en Europe qui contient notamment Leroy Merlin, Weldom ou Saint-Maclou. On va parler de leur plus gros challenge de ces dernières années, à savoir mettre en place une approche data mesh. Hello Jean-Benoît, Mustapha, ça va? Très bien, et toi? Super. Pour info, DataGen, c'est aussi un collectif de top profils data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description. Exceptionnellement, je suis à domicile dans vos locaux, donc merci pour l'accueil. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer le contexte autour de la mise en place du data mesh chez ADO pour commencer? Il y a 4 ans, ADO s'est lancé dans un vaste programme de transformation digitale avec l'objectif de reconstruire des plateformes communes pour l'ensemble de ces business units. Ces plateformes s'appuient sur des technologies cloud, Google, et on crée des plateformes par grands enjeux métiers avec des produits qui permettent de servir ces enjeux métiers. En parallèle de ça, à cette époque, le métier avait beaucoup d'initiatives pour devenir beaucoup plus data-driven, était très demandeur de data, d'usage, pour construire des KPI, des OKR. Il y a beaucoup d'initiatives sur ce sujet-là. Des systèmes data de l'époque, c'était un dataware centralisé, historique, qui avait évolué au fur et à mesure des années pour lever les contraintes de ce type d'architecture centralisée on-premise. Notamment, on l'avait fait évoluer pour intégrer toute une partie data lake en amont de ce dataware, pour lever les limitations de stockage. On avait, dans un second temps, replatformé tout le système dataware en tant que tel sur BigQuery, pour être beaucoup plus scalable d'un point de vue compute et se faire sauter cette limitation technique également. Face à ces deux transformations digital et business, ADO a fait le choix de distribuer le management de ces données directement dans les produits digitaux. Le but était de ne plus avoir de goulot d'étranglement dans l'équipe centralisée qui gérait ce système historiquement, mais aussi d'améliorer significativement la qualité des données disponibles en déportant le management de ces données directement dans les produits au plus près des acteurs métiers. Mustapha, tu vois que tu nous illustres un peu, c'était quel type de points de douleur, de problèmes, je sais pas si tu as un exemple qui te vient en tête, justement, qui ont un peu poussé à ce changement et au passage au data mesh? On avait 3 éléments majeurs qui nous ont poussé à évoluer vers une architecture distribuée. À l'époque, on ne parlait pas encore de data mesh, parce que ça n'existait pas encore, mais aujourd'hui, ça illustre très bien ce qu'on fait et notre mode de fonctionnement actuel. Le premier élément, ça va être sur toute notre technologie legacy, c'est-à-dire qu'on avait un capacitif qui était limité. Du coup, ça pouvait avoir un impact à chaque fois qu'on rajoutait une nouvelle fonctionnalité, il fallait faire de l'espace. Et aussi, on pouvait avoir des jobs qui vont avoir un impact sur un autre job, qui vont donner lieu à des incidents et des problématiques dans la délivrance de la donnée. Le deuxième élément qui est plus sur la responsabilité. Donc les équipes se sentaient de moins en moins responsables sur cette donnée brute ou la donnée source qu'ils vont envoyer vers le dataware. Et donc du coup, c'était plus compliqué d'aller chercher à créer une nouvelle fonctionnalité pour le business parce que les équipes data, ils passaient leur temps à aller chercher les équipes sources pour récupérer ces données. Et aussi, ça avait un impact sur la qualité, sachant que les équipes sont moins responsabilisées, ça veut dire que on oublie des fois qu'il y a un flux qui tire la donnée, qu'il y a une dépendance, qu'il y a des usages et ça peut donner des problématiques de breaking change ou des choses de ce type. Et troisième élément, comme a dit Jean-Benoît, sur la centralisation, les équipes devenaient de plus en plus un goulot d'étranglement parce qu'on avait de plus en plus de besoins autour de la data, qui faisait que c'était important qu'on puisse aussi scaler cette capacité à pouvoir traiter ces besoins, de pouvoir sortir cette donnée qualitative et pouvoir venir construire des éléments qui créent de la valeur pour le business le plus tôt possible. Lorsqu'on s'est appelé, on a parlé d'une étape clé qui a été de mettre en place une approche fédérée. J'ai retenu 2 piliers principaux. Un premier sur les outils et un second sur les frameworks. Je vous propose qu'on creuse un peu ces deux-là, que peut-être que vous m'en dites un petit peu plus sur comment vous êtes allé chercher, mettre en place cette approche fédérée par le biais des outils. Alors, sur cette partie-là, en fait, quand on parle de distribution, il s'agit de distribuer à la fois la capacité et la technologie, et surtout la démocratiser finalement vers les équipes digitaux. Et de l'autre côté, c'est aussi leur simplifier en fait l'utilisation de cette technologie. Il y a 2 points importants qu'on a dû prendre en compte dès le début. Le premier, c'est par rapport à la capacité à la technologie de pouvoir scaler. Pour cette raison, on a choisi BigQuery qui répond très très bien à cet usage. Et deuxièmement, c'est de rendre autonome le maximum possible nos utilisateurs à travers des produits avec une bonne expérience d'utilisateur et qui vont les guider tout au long de la création et la publication de leurs données. Concrètement, on a créé des outils internes comme le Finder, qui est notre catalogue de datasets, qui permet à la fois de publier, de rechercher, de découvrir et de gérer l'accès à la donnée de l'entreprise. Un deuxième produit, Pipeline, que je peux citer aussi, qui permet à nos utilisateurs
de transformer leurs données en toute autonomie. Donc on est plutôt sur un produit qui est low code où les utilisateurs ils vont être beaucoup plus concentrés sur écrire leur requête SQL avec les règles métiers et ils vont pas se soucier de toute la partie exécution qui va se passer sur la plateforme et qui est déjà en mode SaaS qui va gérer tout ça pour eux. Et à la fois on a utilisé aussi des outils du marché, notamment Colibra pour la partie Data Glossary ou Confluent sur la partie Kafka pour tout ce qui est streaming et temps réel. Ça, c'est une stratégie aussi qui est un peu en lien avec le data mesh, de beaucoup reconstruire les outils, ou c'est plutôt quelque chose que vous faites chez ADO de manière générale? Alors, c'est plutôt un choix de construction et c'est un choix qu'on a fait pour 2 raisons principales. Le premier, c'est qu'à l'époque, quand on a commencé la construction de la data platform, les outils étaient inexistants ou pas suffisamment matures pour répondre à nos besoins de volumétrie et aussi d'accès par rapport à nos utilisateurs. Le deuxième point, il est plutôt lié à l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, pour donner un peu de contexte, chez ADO, on a environ 2000 utilisateurs internes de la plateforme et je vous laisse imaginer qu'une mauvaise expérience pour ces 2000 développeurs peut avoir un impact très conséquent sur leur delivery. C'est pour cette raison en fait qu'on a choisi de construire des produits qui vont s'intégrer le plus possible à notre écosystème et qui vont permettre en fait d'être spécifiques et personnalisés beaucoup plus vers les utilisateurs et à leur façon de fonctionner et qui se collent beaucoup à tout leur framework par exemple software où ils ont la possibilité de faire leur CI/CD, d'automatiser, ainsi de suite. Alors, on fait un peu de DBT aujourd'hui, qu'on intègre aussi dans Pipeline. Mais Pipeline, c'est un outil beaucoup plus grand, en fait, qui va permettre de gérer aussi toute la partie orchestration et toute la partie connectivité, tout en faisant de la transformation autour du DBT, si on a envie d'utiliser du DBT. Donc il y avait l'axe outil qui semblait important dans la décentralisation, qui vient incarner vraiment ce qu'est le data mesh. Et après, il y avait un axe plutôt framework qui était clé pour accompagner aussi à cette décentralisation. Tu peux nous en dire un peu plus? Chez ADO, les équipes digitales sont très autonomes et elles développent dans le cadre d'un framework d'ingénierie digital qui est porté par un cadre de référence qu'on appelle le Global Ready. Ce Global Ready recouvre toutes les exigences d'ingénierie qu'on attend d'une équipe digitale, donc que ça soit sur la partie dev, la partie ops, la partie product, la partie sécurité. Donc ça recouvre toutes ces exigences de manière très détaillée. Et ces exigences, elles sont organisées et priorisées selon un parcours de maturité. Ce parcours est jalonné par des niveaux de maturité, des paliers, symbolisés avec des ceintures. Ça va de la ceinture jaune à la ceinture noire globalement, assez symboliquement. Et donc tous les produits s'animent sur ces exigences et s'évaluent sur ces exigences. Ça nous a paru assez naturel quand on a fait le choix de distribuer, de se dire la data, ça va être une nouvelle exigence qu'on va avoir envers nos équipes produits. Donc on va créer un nouveau chapitre, un chapitre data qui va reprendre tout ce qu'on attend d'une équipe produit digitale chez ADO. Et donc dans ce chapitre, on est venu structurer l'attendu en 3 grands chapitres. Un premier chapitre qui est ce qu'on a appelé le data mastery, qui est globalement toute équipe produit, dès qu'elle commence à concevoir un produit, elle doit réfléchir à ses data, à modéliser ses data, à documenter ses data. Et donc ça, elle va le faire avec l'aide d'un architecte data, elle va documenter tout ça dans l'outil de gouvernance que Mustapha a évoqué autour de Colibra. Tout ça, ça se fait dans une première étape. Deuxième chapitre, c'est le data provider. C'est là où on distribue vraiment les choses. C'est l'équipe digitale qui va manager, opérer sa data dans le format métier qu'il aura décrit dans le mastery précédent et d'exposer ça dans BigQuery. Donc ça, c'est bien à l'équipe produit avec le support du head of data, des équipes data de le faire, mais c'est bien l'équipe produit qui est honneur de cette activité de le faire dans le cadre du delivery de son produit. Ça, c'est une feature du produit. Et la dernière étape, le dernier chapitre, c'est la partie quality qui consiste à mettre tout ça sous contrôle. Donc, c'est-à-dire de mettre en place tout le monitoring, la supervision de qualité, les sondes de qualité pour mesurer toutes les dimensions de qualité qu'on souhaite couvrir chez ADO en termes d'unicité, complétude des données. Voilà, on a 9 dimensions de qualité et on va venir créer des sondes sur ces datasets pour s'assurer que dans la durée, la data reste de qualité. Et là, de la même manière, il va s'appuyer sur les outils de la plateforme, des outils globaux qui lui sont mis à disposition. On a une quality platform qui permet d'implémenter tout ça et de créer le monitoring, la supervision de tout ça. Voilà, tout ça, ça rentre dans le Global Ready, c'est animé par l'équipe data qui est en support dans la plateforme en question et qui va effectivement apporter la compétence, apporter l'accompagnement pour onboarder les équipes digitales réellement sur ce framework et sur ce qui est attendu en termes de Global Ready. Ce que je comprends, c'est donc il y a l'équipe centrale qui a initié finalement, et je pense qu'il porte la vision data mesh globale, on va dire qui est la vôtre, même si je comprends que c'est 2 équipes différentes, une peut-être plutôt tournée outils, une plutôt tournée sur les frameworks. Après, il y a les équipes plateforme, donc qui restent des équipes data, mais qui là vont être spécialisées par vertical, comme on disait, donc supply, commerce. Et après, il y a les équipes produits digital. En fait, le point central, ça reste
je souhaite vraiment commencer par ça, c'est l'équipe produit. C'est l'équipe produit digital. Donc, dans cette équipe digitale, effectivement, on a des développeurs, des data ingénieurs potentiellement. Donc, on a une feature team qui permet de couvrir l'entièreté du Global Ready que j'évoquais globalement avant. Cette équipe produit, elle est rattachée à une plateforme supply, on a une plateforme commerce, client. Donc, on a 6 plateformes chez ADO qui permettent effectivement de couvrir l'ensemble de notre chaîne de valeur. Une plateforme est constituée de N produits pour couvrir la chaîne de valeur, l'enjeu métier de cette plateforme. En transverse, en sous-support de tout ça, on a une plateforme technologique, plateforme tech and data. Donc, une partie technologique et une partie data que Mustapha a décrit derrière. Cette plateforme technologique est pilotée par le CTO pour la partie technique et le CDO pour la partie data. Cette plateforme technologique offre des capacités, des enablers pour permettre aux équipes produits d'être plus efficientes, d'être cohérentes, homogènes dans ce qu'elles font. Tout ça, c'est porté par le socle technologique commun qui est délivré par la Global Tech and Data Platform. La Global Tech and Data Platform a aussi des ressources avancées dans les plateformes. C'est-à-dire qu'on a des notions de head-off. Un head-off, c'est quelqu'un qui est de la Global Tech and Data Platform et qui est détaché dans une plateforme business pour accompagner les produits. Donc son rôle, c'est un rôle d'accompagnement des équipes produits sur la discipline dont il est honneur. Il y a un Head of Data, un Head of Engineering, un Head of Ops. Ces Head of, c'est des ressources de la Global Tech, des experts de cette discipline qui vont venir accompagner les équipes produits pour les aider à couvrir l'entièreté du scope que j'ai décrit tout à l'heure. Donc c'est vraiment un accompagnement, mais le but, c'est que ce soit l'équipe produit qui porte le sujet. Si je prends l'exemple du Head of Data, il peut avoir des ressources, mais c'est des ressources pour accompagner, pour aider ponctuellement, pour aider l'équipe produit à se structurer. Mais le but, à la fin, le but ultime, c'est que ce soit l'équipe produit qui soit autonome complètement sur le spectre qui est attendu dans le Global Ready. Quitte à avoir embauché des profils data de son côté, si c'est il nécessaire. demandera l'accompagnement du head-off s'il a besoin pour recruter, parce qu'il ne sait pas le faire, parce que c'est nouveau pour lui. Voilà. Quelles ont été les plus grosses difficultés, vous diriez, dans le cadre de ce gros challenge depuis quelques années de la mise en place du data mesh? Alors, moi, je peux dire que la première, on vient de l'évoquer, on est sur un change, un énorme change, puisqu'on vient demander quelque chose de nouveau aux équipes produits. Et ça demande effectivement, c'est un change important, parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses à faire. On vient leur dire, en plus, tu vas devoir gérer, manager les données. Quand je dis change, c'est que ça va demander un accompagnement, ça va demander un pilotage de ce change, ça va demander un sponsoring pour influencer, pour faire comprendre que les produits sont honneurs de la data. C'est à eux de soigner cette data, c'est à eux de la manager, de l'exposer, leur faire comprendre que c'est important qu'ils exposent leur data dans BigQuery notamment, parce que cette data, elle va être utile pour créer de la valeur, peut-être de la valeur qui ne les concerne pas tout de suite, mais qui va servir d'autres. Donc c'est tout ce travail d'accompagnement, d'explication, de pédagogie, d'onboarding, d'animation pour faire que les équipes produits, qui est long, on considère que c'est un peu derrière chez ADO, mais ça a été un travail qui a été accompli. La deuxième grosse difficulté, c'est qu'on est en phase de transformation. Transformation sur la partie digitale, transformation côté data. Tant qu'on est en trajectoire de transformation, ça va être compliqué parce qu'on va devoir réconcilier des choses qui sont dans l'ancien monde, dans le centralisé, des choses qui sont distribuées par les produits. Et donc, on doit recoller un petit peu tout ça. Ça complexifie pour l'utilisateur, ça complexifie pour nous parce qu'on essaie de trouver des solutions pour pallier aux difficultés de l'utilisateur. Donc, ça génère un peu d'overhead, si je peux m'exprimer comme ça, sur l'usage aujourd'hui parce qu'on est en trajectoire. J'ajouterais peut-être 2 autres difficultés. Pour moi, déjà, la mise en place d'une gouvernance fédérée, c'est complexe. On a évoqué tout au long de cet épisode les nombreux avantages d'une architecture distribuée ou data mesh, mais il ne faut pas oublier que, contrairement à une démarche centralisée, harmoniser les pratiques et la gouvernance, c'est pas pareil. Ça devient beaucoup plus compliqué parce que on va devoir beaucoup plus discuter, beaucoup plus définir et faire aussi évoluer cette gouvernance dans le temps, avec plusieurs parties prenantes pour être sûr que ces pratiques-là, cette gouvernance-là, elle va être vraiment infusée dans les équipes produits. Oui, parce que tu peux pas le faire avec une approche top-down. Exactement. Donc comme serait un peu par définition une méthode centralisée, quoi. Exactement. Donc en fait, moi souvent ce que je dis, c'est que dans le modèle centralisé, il faut pas tout jeter. En fait, il y a toute la partie harmonisation, capitalisation sur des connaissances, sur des bonnes pratiques, sur de la gouvernance, que maintenant il faut réussir à diffuser à grande échelle, ce qui est, comme vous pouvez l'imaginer, assez complexe à mettre en place. Et la deuxième difficulté qui est aussi intrinsèque à la distribution, c'est le fait que les produits sont de plus en plus spécialisés, qui fait que notre donnée elle est de plus en plus éparpillée ou segmentée. Ce qui veut dire que, en fait, quand j'ai besoin de construire un nouveau dataset agrégé, je vais devoir venir agréger énormément de sources de données qui sont assez atomiques pour pouvoir créer un dataset qui va être utilisable pour le business. Et
dans ce cas-là, les questions qui se posent, qui a la responsabilité de construire ces aggregated data products et comment ils vont être maintenus dans le temps et qui sera responsable pour pouvoir les mettre à disposition du business. Quelles sont les prochaines étapes dans le cadre de ce challenge? Tu parlais notamment d'éléments qui sont derrière vous, je pense que du coup il y en a qui sont encore devant. Je reviendrai en prochain challenge sur ce que disait Mustapha. La data, elle reste difficile à actionner au niveau business parce qu'elle est effectivement très morcelée, très granulaire. Et on a besoin de créer des silos de réconciliation. Et quand je dis créer, c'est pas créer en centralisé. On est toujours dans le même mindset. C'est créer au plus près des produits, au plus près du business, créer ces réconciliations de données pour faciliter l'usage de la data. Ça reste trop compliqué à notre goût. Il faudrait que ce soit presque self-service et ce qu'on veut atteindre avec ce niveau 2, si je peux dire, de ce qu'on construit, c'est une data self-service, actionnable directement par le business sans data ingénieur. Aujourd'hui, construire un usage chez ADO, ça nécessite encore de l'ingénierie et donc on veut passer ce palier. Donc c'est le palier suivant qu'on va chercher à viser avec la construction, comme le disait Mustapha, d'aggregated data product dans nos plateformes business pour vraiment avoir une data complètement disponible pour le business. Et sur le volet de la plateforme, pareil, aujourd'hui, on a une plateforme qui couvre tout le cycle de vie de la donnée et qui est complètement self-service et les utilisateurs ils sont complètement autonomes. On a énormément de données, beaucoup de volumétrie sur cette plateforme. Néanmoins, on veut continuer à essayer de mettre en place une expérience encore plus fluide. Et une des étapes clés de la data platform, c'est qu'on est en train de passer d'un mode ensemble de produits pour couvrir le life cycle de la donnée. Aujourd'hui, on a un produit pour le catalogue, un produit pour la transformation, un produit pour la qualité. L'idée, c'est de switcher plutôt vers un mode use case où on va avoir une interface, une API, un Terraform provider pour que les utilisateurs soient plus concentrés sur leur use case et moins sur connecter des produits entre eux pour pouvoir répondre à leur usage métier. Dans tous les cas, l'objectif, c'est d'augmenter l'expérience, d'augmenter la productivité aussi de nos équipes, de faire en sorte qu'ils passent plus leur temps à régler et à créer de la valeur pour le business plutôt que de gérer des sujets techniques que nous, on peut faire pour eux. Et est-ce que ça va jusqu'à l'activation de cas d'usage sur étagère? Est-ce qu'il y a aussi une vision de se dire, une fois que vous avez des aggregated data products, que les données sont préparées et que d'une business unit à une autre, les besoins sont similaires, vous pourriez aussi avoir des produits use case un peu sur étagère, du style, je dis n'importe quoi, mais le tableau de bord vente qui va être le même pour Leroy Merlin et pour Saint-Maclou, enfin, je tire le trait, et que du coup, ça pourrait aussi être là des nouveaux axes de développement? Oui et non. Sur le volet technique au niveau de la plateforme, ce qu'on va essayer d'optimiser, ce sont peut-être des patterns communs qu'on va essayer de rendre le plus fluide possible et le plus réutilisable possible. Néanmoins, on reste une plateforme. C'est pas notre donnée. La donnée, elle est dans la responsabilité des équipes produits. Et ça, c'est très important. Et c'est eux qui sont responsables, finalement, de tout ce qui est règle métier qu'ils ont mis, en fait, sur la plateforme. Donc ça, c'est très important pour nous, pour qu'on puisse continuer à scaler quand on a des centaines et des centaines d'applications en face et des centaines d'équipes. Par contre, sur le volet plus données en tant que tel, effectivement, l'idée de l'aggregated data product, c'est d'éviter aussi que des utilisateurs ou des équipes métiers reconstruisent, refassent des agrégations de leur côté pour pouvoir construire des dashboards, des KPI ou autres. Donc, l'idée de fond sur les aggregated data product, et je pense que c'est un des éléments importants de ce type de produit data, c'est la réutilisation. Donc, déjà la réutilisation au niveau d'ADO, et aussi la réutilisation au niveau des BU pour éviter que chaque BU dans son coin reconstruise des choses alors qu'on peut le reconstruire une seule fois à un seul endroit. Écoutez, Jean-Benoît et Mustapha, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que vous avez une recommandation de contenu à partager aux auditeurs? On ne peut pas parler de data mesh sans parler de Zamek Dehghani. Je conseille effectivement de regarder tous les supports qu'elle produit, les ouvrages qu'elle produit. Maintenant, chez ADO, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas adopté une démarche complètement normale. On est arrivé sur cette organisation par maturité, par conviction. On a construit pas à pas cette vision. Et à un moment donné, on s'est dit, effectivement, c'est très, très similaire à ce que Zamac propose dans son approche. C'est dans un second temps, en fait, qu'on s'est formé, qu'on a rencontré Zamac, qu'on s'est formé à son approche, dans un souci de compléter ce qu'on avait construit, parce que fatalement, il y avait des choses qu'on n'avait peut-être pas éclairées ou moins bien éclairées. Donc, ça permettait de compléter le scope, mais aussi d'ajuster le vocable à ce qui se fait en termes de standards marché pour pouvoir travailler avec nos partenaires, ainsi de suite, parce qu'on avait certains endroits, on a dû changer les termes très clairement pour être aligné à ce qui se fait de manière standard.
Je mettrai effectivement ces ouvrages, ils ont déjà été recommandés sur le podcast, donc je les remettrai pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler en description. Écoutez, Jean-Benoît, Mustapha, merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience sur la mise en place du data mesh chez ADO. J'en profite pour demander peut-être aux membres de l'audience de nous dire ce qu'ils ont pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire où que vous soyez. Venez peut-être commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Mustapha et Jean-Benoît pour diffuser cet épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci. 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 On a créé un dossier dans lequel on a listé les 100 ressources préférées des leaders et experts data invités sur le podcast. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs ressources préférées. On les a centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.